Au cœur de l'info, le débat, et nous allons discuter des conséquences de la décision de justice qui va envoyer Nicolas Sarkozy derrière les barreaux. Pour ce faire, je suis entouré de deux grands connaisseurs du droit, donc Beling Nabli, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en droit public, auteur de L'état de droit, c'est aux éditions PUF. Maître William Julier, qui était avec nous tout à l'heure, est resté. Avocat en droit pénal, spécialiste d'affaires frauduleuses. Karima Kiki est avec moi également, journaliste à France 24. Et vous avez suivi ce dossier Sarkozy depuis le début. Bonsoir Karim. Florent Clouet, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de Transparency International France. Alors je le disais, Nicolas Sarkozy va devenir le premier président de la Ve République à se retrouver derrière les barreaux. Je vais d'abord m'adresser aux deux hommes de loi, aux deux connaisseurs du droit. Comment est-ce que vous interprétez cette décision? Est-ce qu'il y a un message qui a été envoyé par la justice française? Peut-être pas explicitement, mais au moins implicitement, dans la mesure où le jugement a bien souligné l'extrême gravité des faits incriminés et dont s'est rendu coupable l'ancien président de la République. Donc là, il y a manifestement une dimension morale et civique derrière la décision de justice. Et c'est en cela qu'il y a eu aussi une démarche consistant à essayer d'expliquer et de justifier le plus rigoureusement possible cette décision lourde de sens et lourde de conséquences pour l'ancien président. Le message, on pourrait le résumer dans le fait que l'ancien président de la République n'échappe pas finalement au sacro-saint principe d'égalité devant la loi et devant la justice. C'est un justiciable comme les autres. Alors, on pourrait le dire autrement, mais l'esprit est là. En quoi je ne reprendrai pas littéralement l'idée? C'est parce que, précisément, ce n'est pas un justiciable comme les autres, eu égard à son ancienne fonction et du fait que les faits incriminés remontent à une époque où il exerçait déjà des responsabilités importantes. Il était ministre de l'Intérieur. Et ministre de l'Intérieur, bon, c'est une fonction régalienne. Ses actes, ses actions engagent la République, l'État, et il s'est comporté d'une manière qui n'est pas digne du point de vue du tribunal, qui n'est pas digne précisément d'un ministre de l'Intérieur qui est devenu président de la République. Et c'est en ce sens qu'il y a une dimension civique et morale dans cette décision, c'est que les responsables politiques doivent prendre en considération qu'au-delà de la lettre de la loi, il y a des considérations qui relèvent de l'exemplarité et qui doivent être intégrées par eux. Non seulement ils sont tenus au respect de la loi, et en ce sens, la loi n'a pas été respectée, mais en plus, ils doivent comprendre que leurs actes engagent finalement une dimension qui est susceptible d'affecter la démocratie. C'est ce qui est dit pratiquement explicitement par le jugement lui-même. Finalement, c'est Nicolas Sarkozy qui a été condamné, mais plus largement, son comportement, ses actions ont entaché la République et la démocratie elle-même, dans la mesure où finalement les citoyens sont confrontés à une réalité implacable, qui est celle d'un ancien président de la République qui avait déjà été condamné pour corruption, jugement définitif, pour l'affaire Bismuth. Voilà. Et il est désormais condamné pour association de malfaiteurs. Donc, ça commence à être un peu lourd. Et donc, il y a la fonction symbolique de la présidence de la République qui est affectée. Et derrière, c'est l'image de l'État et la qualité de notre démocratie qui est affectée. Maître Julier, on peut parler d'une tâche sur la fonction présidentielle, tâche causée par les actes de Nicolas Sarkozy? Écoutez, pas directement, parce que comme Bélir le rappelait, les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui et qui lui ont valu cette condamnation, on a rappelé, elle n'est pas définitive, il est encore présumé innocent. On verra ce que ça donne en appel, ont été commis avant qu'il soit président de la République. Il exerçait certes des fonctions. Donc il n'y a pas de tâche avec un lien juridique, mais ensuite c'est vrai que ce que disait Bélir aussi est important, c'est-à-dire que notamment perçu à l'étranger, etc. Enfin, c'est une affaire, je pense, qui va être répercutée, sinon partout dans le monde, enfin en tout cas bien loin de nos frontières. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Je crois qu'il y a un message, moi j'irais plus loin, je crois qu'il est assez explicite. Ce message-là, il n'est pas d'hier matin. On a eu des discussions sur la condamnation de Marine Le Pen, où il y a eu de grands débats sur la nécessité ou pas de l'exécution provisoire, qui était une première, je crois, avec des élections qui venaient aussi rapidement. On a dit, voilà, bon, est-ce qu'il y a un message? Oui, je crois qu'il est explicite. Je suis avocat depuis 25 ans, j'ai eu le plaisir et parfois aussi le déplaisir, dans certains cas où ça ne se passait pas aussi bien que je le voudrais, de travailler avec des magistrats, tant du parquet que des magistrats du siège. Les magistrats font leur travail et il va croissant que les magistrats veulent, je crois, accroître la sévérité des sanctions, notamment, ce que rappelait Bélier aussi, lorsque les affaires touchent des personnes qui sont investies de fonctions publiques et de charges publiques et de responsabilités publiques. Et il y a d'ailleurs dans le code pénal un certain nombre d'infractions qui sont aggravées quant aux sanctions qui peuvent être prononcées lorsqu'elles sont commises par une personne qui exerce des fonctions publiques. Il y a des infractions particulièrement gravement réprimées quand elles sont commises par des agents publics en cette qualité. Donc il a toujours existé dans notre régime juridique pénal déjà cette particularité qui fait que il y a des sanctions plus sévères parce qu'il y a aussi une exemplarité dont on attend que ceux qui ont des fonctions publiques la respectent. Donc les juges utilisent aussi ces dispositions-là et les appliquent avec en effet une rigueur qui est croissante. Et je crois que là, il y a quelque chose en effet de nouveau. Ça, je crois que c'est quand même aujourd'hui très clair. Florent Clouet, quand on milite pour plus de transparence dans la vie publique, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? Que c'est une victoire qu'on vient de remporter? Ou est-ce que le fait d'avoir assisté à la relaxe sur 3 des 4 chefs d'inculpation, c'est pas une petite porte ouverte à une échappatoire pour Nicolas Sarkozy? Alors, si vous voulez, nous, effectivement, quand on est une association de lutte contre la corruption, on ne se réjouit jamais de condamnation pour des faits de corruption parce que ça porte atteinte à la démocratie, ça entache nos institutions et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Donc, on ne se réjouit jamais d'avoir ce type de condamnation. En ce sens, vous êtes content de ce Néanmoins, on pense que cette décision, par contre, elle envoie 4 messages à notre sens. Premièrement, l'égalité devant la loi qui a été rappelée par la reconnaissance de la compétence du tribunal correctionnel, qui est une bonne nouvelle selon nous. Et ça, c'est extrêmement important de passer ce message du coup aux citoyens et aux justiciables en France. Le deuxième message, c'est la gravité exceptionnelle des faits. C'est du coup l'infraction d'association de malfaiteurs qui a été retenue. C'est une infraction qu'on utilise généralement pour le grand banditisme, pour la criminalité organisée, pour le terrorisme. C'est assez inédit en fait de voir un dirigeant de cette stature être condamné en France pour ce type d'infraction. Et ça montre la gravité des faits qui sont reprochés, qui sont en fait un attentat contre la démocratie et l'intérêt général si ce pacte de corruption avait abouti. Le troisième message qui est passé à notre sens, c'est que en réalité, le droit tel qu'il existe actuellement, il peine à appréhender certaines réalités, certaines anomalies et certains dysfonctionnements. Si je prends l'exemple de la corruption, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, il est toujours très compliqué dans des affaires de corruption d'inculper et de condamner pour corruption les commanditaires, les décideurs. Et c'est généralement plutôt des seconds couteaux ou des exécutants qui sont condamnés pour corruption. Et peut-être le dernier message qui nous semble être passé par cette décision, c'est aussi la responsabilité des intermédiaires. Les intermédiaires, et on l'a vu dans cette affaire, ont pris des peines qui sont extrêmement lourdes, extrêmement importantes. Et ça montre que ces intermédiaires ne sont pas uniquement des exécutants dans la chaîne des flux financiers illicites, mais ont une responsabilité pleine et entière. Karim, la présidente du tribunal a surpris tout le monde en fait. Parce que c'est vrai que ce délibéré, il est allé au-delà des réquisitions du parquet. En fin de compte, ça a pris tout le monde de court. Oui, le parquet qui avait par exemple n'avait pas demandé un mandat de dépôt lors de ces réquisitions. Mais c'est pas si surprenant que ça. Parce que si... En même temps.
Pardon ? Elle avait demandé 7 ans. Elle avait demandé 7 ans avec une peine, voilà, sans mandat de dépôt. C'est pas si surprenant que ça. Et puis, je trouve qu'il y a une continuité, en tout cas, dans ce parquet national financier, qui est comme une institution assez récente en France. Ce sont, je le rappelle, des magistrats spécialisés en matière financière, avec des juges également, des enquêteurs aussi qui sont spécialisés. Le parquet national financier a été mis en place sous François Hollande. On se souvient qu'il avait enquêté vraiment de manière très précise et très spécialisée. Elle avait dit, la présidente, j'ai noté ça, j'ai retrouvé mes notes à l'époque, au moment où Nicolas Sarkozy est arrivé pour se défendre, eh bien, la présidente Nathalie Gavirino avait jeté un froid en disant que, eh bien, en rappelant Nicolas Sarkozy, qui était tout de suite très offensif dans sa stratégie de défense, qui nous avait un peu surpris, parce que c'est une stratégie de défense assez offensive, qui voulait être combative presque agressive. Presque agressive. Voilà, j'ai suivi quand même beaucoup de procès, et donc il y a des stratégies de défense qui vont être plus ou moins agressives ou défensives. Là, c'était frontal, en disant que, bien voilà, qu'il aurait répété qu'il n'avait pas le début d'un commencement de preuve. Puis elle a jeté en froid la présidente en disant en lui rappelant que la preuve n'était pas nécessaire, qu'il y avait aussi ce qui pouvait résulter d'un faisceau d'indices. Et là, ça a jeté un froid. C'est-à-dire que la justice et l'enquête, qui a duré 12 ans d'instruction, c'est quand même une enquête assez longue, assez fouillée, 14 semaines de procès, pour essayer de faire la part des choses. Évidemment, il y avait des zones d'ombre, beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier qu'il fallait éclairer, déboucher, notamment avec, peut-être qu'on y reviendra, avec ces voyages de Claude Guéant et de Brice Hortefeux, avec ce document qui finalement a été établi, la justice a établi que c'était un faux qui avait été fourni. En tout cas, tout ça pour vous dire que dès le début de l'audience, dès le début, les premières semaines, les premiers jours, eh bien, on a senti cette tension. Et puis pour revenir à ce qu'on se disait un peu plus tôt, c'est que ce devoir d'exemplarité a été répété, mais je peux vous le dire tout de suite, par le tribunal, par les 3 magistrats, mais également repris par le parquet, qui ont rappelé tout de suite à Nicolas Sarkozy, par son poste, avec son poste d'ancien président de la République, d'ancien ministre, qu'ils ont un devoir d'exemplarité, je dirais même plus. Ce n'est pas un justiciable comme les autres, c'est un justiciable qui a plus de responsabilités, de devoirs que les autres, parce qu'il était en responsabilité politique. On l'a vu également au moment du procès, également qui avait été instruit par le parquet national financier. On se souvient de ce ministre de gauche qui avait dissimulé, qui avait fraudé le fisc. Et là, pareil, de la même manière, et le parquet, et au moment de l'instruction, on rappelle en permanence aux hommes politiques qu'ils ont un devoir d'exemplarité. Ok. Nabili, vous êtes d'accord que Nicolas Sarkozy n'a pas été... Je ne suis pas juge, je me mets dans la peau d'un juge. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que Nicolas Sarkozy n'a pas été à la hauteur des fonctions qui lui avaient été confiées ? Oula, vous me placez dans une situation un peu délicate. Il faut s'en tenir finalement au jugement qui a été rendu. Il est condamné. Il est condamné déjà pour toujours présumé innocent parce que... Oui, mais c'est une condamnation qui vient quand même à la suite d'une série d'affaires dans lesquelles, pour certaines d'entre elles, il a déjà été condamné définitivement, notamment pour corruption. Donc là, on est dans une forme de loi des séries qui commence à peser lourd sur sa personne et sur son casier judiciaire, si j'ose dire. Vous voyez ? Donc c'est ça qui pèse aussi et qui permet d'expliquer la justification, la motivation de la décision, dans la mesure où derrière l'exemplarité qui est exigée, il y a un enjeu qui est souligné, c'est celui de la confiance. Un régime démocratique où les citoyens n'ont plus confiance dans leurs représentants, c'est une coquille vide, ça ne fonctionne plus. Vous ne croyez ni dans la parole, ni dans l'action de vos représentants. Et c'est ça qui est en jeu, en vérité. La preuve, c'est que, finalement, le président Sarkozy n'a rien reconnu. Et là, je reviens sur la stratégie de défense agressive qui a consisté à nier toute responsabilité et toute infraction. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, peut-être. Du point de vue de la stratégie de défense qui a été adoptée, mais qui s'est avérée mauvaise, en tout cas qui a échoué. De facto, elle a échoué. Et je dirais même, a priori, qu'elle a pesé sur la sévérité de la condamnation, notamment l'application de l'exécution provisoire. C'est-à-dire que la défense a aggravé son cas, en quelque sorte ? J'en ai l'impression. Florent Clouet,
moi, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez du contrat de confiance qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'il y a une véritable crise de confiance aujourd'hui entre les hommes politiques, le monde politique et l'opinion? Et est-ce que ce procès en est une illustration? Alors oui, on peut répondre clairement oui à cette question. Tous les indicateurs sont au rouge en matière de confiance dans les institutions démocratiques. On a à la fois les sondages, notamment des sondages du Cevipof pour les sondages les plus récents ou l'Eurobaromètre, qui vont tous dans la même direction, nous dire les citoyens n'ont presque plus confiance dans leurs institutions démocratiques. Et ça se reflète ensuite sur la perception de la corruption. Nous, vous le savez peut-être, chez Transparency International France, on publie chaque année l'indice de perception de la corruption. Donc on mesure la perception que les citoyens ont de la corruption. Et cette année, l'indice de perception de la corruption a dégringolé pour la France. On a perdu 5 places dans le classement, ce qui fait qu'on est en dessous de la moyenne des pays qui sont considérés comme des démocraties complètes. Donc ce qui prouve vraiment bien que les citoyens perçoivent une corruption de leurs dirigeants politiques. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et ça doit nous faire réagir. En réalité, ce qui est intéressant par rapport à cette affaire, c'est ce qu'on en fera. C'est-à-dire, est-ce que ça va créer un électrochoc en matière d'intégrité et d'exemplarité dans la vie publique, ou est-ce qu'on va s'enfermer dans des attaques contre la justice, contre l'indépendance de la justice, qui peuvent mettre à mal du coup l'état de droit en France? Alors, Maître Julier, jugement délibéré inédit, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un électrochoc d'après vous? Est-ce que la loi peut donner une indication, un message, peut envoyer un message au monde politique pour qu'il s'assainisse quelque part? Écoutez, c'est ce que le tribunal de première instance a cru bon de faire. Un contrepoint quand même par rapport à ce qui vient d'être dit par Bélir et puis aussi ici. Je l'ai rappelé, j'ai travaillé suffisamment de temps dans des tribunaux, qui soient correctionnels, des cours d'assises. J'ai fréquenté assez de juges et de procureurs. Si vous faites un sondage parmi les avocats, qui sont évidemment parti pris, on défend nos clients, mais tout le monde ne va pas dire la justice c'est formidable, les tribunaux prennent que des bonnes décisions. Et on a quand même un certain nombre de syndicats, d'associations qui viennent dire qu'un certain nombre de tribunaux incarcèrent beaucoup trop, qu'il y a plein de jeunes qu'on envoie en prison qu'on ne devrait pas envoyer en prison, que c'est pas comme ça qu'on fait avancer une société. Donc je voudrais apporter quand même un contrepoint, et ça me choque un peu de vous entendre dire bon, on a quand même une loi des séries, etc. Enfin, la présomption d'innocence, c'est quand même un principe aussi important pour l'état de droit, que vous défendez, vous avez raison. Mais voilà, le fonctionnement de l'institution judiciaire, le respect des différentes phases est aussi important que celui, pour un homme public, de ne pas commettre d'infraction. Donc je pense qu'il faut quand même être prudent. Et il ne faut pas, parce que justement ce dossier-là est sensible, pour tout un tas de raisons. Il n'est pas sensible politiquement, parce que je ne crois pas que ce soit en question. Marine Le Pen, oui, là, il y avait une question politique, c'est-à-dire elle ne va pas pouvoir concourir, etc. On va y revenir à Marine Le Pen. Voilà, mais Nicolas Sarkozy, c'est plus, on l'a évoqué, c'est plus la question de la fonction qui est touchée dans la symbolique de la fonction, etc. Et c'est pour ça que je crois que le débat est aussi important. Mais ne sacralisons pas non plus, ni trop vite, ni jamais, la fonction des juges. Les juges restent des êtres humains, ils sont animés par des agendas, des idéologies qui sont les leurs, et ils sont capables aussi, peut-être, à la fois d'erreurs, d'interprétations, peut-être excessives sur certaines choses, dans l'analyse des preuves et dans la lecture des lignes de défense des uns et des autres. Donc le système fonctionne à partir du moment où on ne sacralise rien. Voilà. Chacun va défendre l'intérêt qu'il doit défendre. Ce que vous disiez, par exemple, sur l'association de malfaiteurs est très juste. Vous avez raison, l'historique de cette infraction, c'est celle-là. Mais il y a aussi un certain nombre de juristes, tout de même éclairés, et d'avocats qui le défendent, et parfois avec succès, qui montrent que l'association de malfaiteurs est utilisée, à défaut de pouvoir démontrer suffisamment précisément l'existence d'autres infractions, pour lesquelles, là, pour le coup, il a été relaxé. Donc, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est cette infraction qu'on appelle un peu nasse, parfois, dans notre langage à nous, qui permet d'amener dans les filets de la répression, et c'est peut-être pour la première fois, c'est peut-être pour ça que c'est la première fois que ça arrive, parce que peut-être que sur le reste, on était un peu juste. On sent qu'il y a quand même des petites lignes de fracture, là. Dans la technique, un peu plus. Bérir Nabli, je vous en prie. C'est sans doute ce qu'ils vont faire.
rappelle. Je rappellerai. Moi, je reste prudent. Encore une fois, il y a eu quand même un jugement, malgré tout, même s'il y a appel, il y a un jugement. Et surtout, on aura tous souligné, fait attention au temps qu'a pris la présidente pour décliner sa motivation, la motivation de la décision. Les arguments sont rigoureux, le raisonnement l'est aussi. Et on a rappelé finalement la fonction présidentielle de Nicolas, enfin l'ancienne fonction présidentielle de Nicolas Sarkozy. Mais si on veut comprendre aussi la portée symbolique de ce qu'il incarne, cette portée symbolique, elle s'explique aussi par le discours qu'il a porté en tant que ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Et c'est ça qui explique aussi l'effet boomerang et la dimension que prend cette condamnation et le fait qu'il va être emprisonné. Il faut le rappeler, c'était quand même le tenant du discours sécuritaire qui aujourd'hui domine à la fois le débat public et qui a influencé notre droit pénal, son évolution en tous les cas. Et c'est monsieur Tolérance Zéro, c'est monsieur Peine Plancher, c'est celui aussi qui a fustigé la justice laxiste. Comprenez? Donc c'est aujourd'hui lui qui est d'une certaine manière victime de son propre discours et qui, au lieu de l'assumer pleinement, a préféré, il faut aussi le rappeler, en sortant du tribunal, il a eu un discours assez agressif, à nouveau, vis-à-vis, y compris de la justice. Rapidement, votre réflexion, Florent. Oui, je voulais simplement réagir à ce qu'a dit mon voisin. L'association de malfaiteurs, elle n'est pas utilisée parce qu'on n'a rien pu prouver. Il ne faut pas laisser dire ça. Ce qu'on a pu prouver avec l'association de malfaiteurs... J'ai pas dit ça, j'ai pas affirmé ça. Je n'avais pas le dossier suffisamment pour le faire, mais j'ai dit que ça arrivait. Ce qu'on a essayé de prouver avec l'association de malfaiteurs, c'est l'existence d'actes préparatoires au pacte de corruption. Après, effectivement, le tribunal a considéré que le faisceau d'indices existant pour qualifier la matérialité du pacte de corruption ou la promesse de pacte de corruption était insuffisant. Mais par contre, on a réussi à prouver les actes préparatoires et ça signifie que dans le dossier, il y a des éléments solides et consistants. On ne peut pas laisser dire, comme on l'entend assez régulièrement depuis ce matin, qu'il y a une absence totale de preuves et que pour cette raison, on a utilisé une infraction un peu balai pour pouvoir condamner Monsieur Sarkozy. Alors, vous avez parlé de Nicolas Sarkozy, sa réaction à la sortie de l'audience. J'aime bien qu'on l'écoute. On va l'écouter au moment où il parle de cette décision qu'il considère comme étant d'une extrême gravité. On l'écoute. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Un événement qui entache la confiance qu'on peut avoir dans la justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pas du tout. Au contraire, je dirais, il parle d'un fait très grave pour l'état de droit. Au contraire, pourquoi ? Parce que finalement, si cette décision est sévère, elle l'est à l'endroit d'un quelqu'un qui incarne le pouvoir, qui l'a exercé. Et précisément, donc, c'est une décision de justice qui fait la démonstration de son indépendance. Je parle de l'institution. Et je peux vous dire que même dans un pays comme la France, la problématique de l'indépendance de la justice n'allait pas de soi jusqu'à une certaine époque, vis-à-vis du pouvoir politique, du moins. Donc le fait qu'on puisse avoir en France des décisions de justice qui appliquent le droit sans privilège particulier à l'endroit des prévenus dès lors qu'ils ont été des responsables politiques, c'est un gage de bonne santé de notre institution judiciaire et de son indépendance. Alors, Karim, j'ai moi-même été étonné que Nicolas Sarkozy prenne en personne la parole pour s'exprimer à l'issue de cette décision. Le fait qu'il n'ait pas laissé parler ses avocats, ça veut dire quelque chose. Et il parle à chaud, c'est à l'image de son procès et de sa défense. C'est à chaud et c'est lui qui est en première ligne. Généralement, à l'issue des audiences, des délibérés, des verdicts pour les assises, eh bien, ce sont les avocats qui sont devant la justice et qui essayent d'expliquer les décisions qui sont données. Là, on a un personnage, j'allais dire, un ancien président de la République qui vient lui-même devant les caméras. Ça a été annoncé. Je peux vous dire qu'on le savait, 10 minutes après
la fin de l'audience, qu'il allait venir s'exprimer directement devant les caméras. Ça nous dit quoi? Ça nous dit son attitude, où je parlais de cette stratégie de défense qui est jusqu'au boutiste. Même après cette première condamnation, il va se défendre et remettre en cause la justice et les institutions. Et puis, il ne faut pas oublier, moi je rajouterai une chose, c'est le législateur qui a voulu tout ça. C'est eux-mêmes, c'est les parlementaires, c'est l'exécutif qui a voté des lois, qui ont voté des lois justement pour plus de sévérité, pour plus d'honnêteté, de propreté morale, intellectuelle et de l'exemplarité. Eh bien, on parlait aussi du qualificatif d'association de malfaiteurs qui a été beaucoup utilisé au moment après les attentats à Paris, parce que j'ai suivi ça aussi de près. Eh bien, cet arsenal juridique est venu renforcer le droit pour pouvoir avoir tout un panel au moment des faits, en tout cas en jugeant, avec les débats contradictoires, dans une salle d'audience pour qu'on puisse donner une décision qui soit la plus motivée. 3 heures de motivation quand même. Maître Julier, quelle lecture vous faites de l'intervention de Nicolas Sarkozy juste après l'audience? Enfin, est-ce que vous, en tant qu'avocat, ça vous est déjà arrivé de vous faire, je veux dire, griller la politesse par votre client? Alors, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de politesse. Moi, je ne suis pas surpris parce que Nicolas Sarkozy, notamment pendant le procès, a pris les choses en main dès le début lui-même. Il est avocat de profession, hein, oui. Nicolas Sarkozy, donc là, il s'exprimait comme ancien président, mais enfin, et comme personne fraîchement condamnée. Je ne pense pas vraiment que la question soit là. De nouveau, un contrepoint. Décidément, je fais que des contrepoints pendant ce débat, mais je regardais le sondage de 2024, sondage du Figaro. 18% des Français, alors je ne crois pas plus que ça dans les sondages, hein, enfin après la question c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais estiment que la justice n'est pas assez sévère, donc là peut-être qu'ils vont en effet être contents, mais par contre on a aussi 62% de nos concitoyens n'ont pas confiance dans la justice. Et il y en a quand même qui n'ont total pas confiance, 62%, et qui vraiment font pas du tout confiance, il y en a quand même 25%. Ça fait beaucoup de millions de gens. Donc j'entends qu'il faut trouver des solutions, et je suis parmi les premiers, et je le disais, j'ai une pratique internationale, donc les pays où il n'y a pas d'état de droit, je sais ce que c'est. C'est très différent de chez nous. Il y a quand même un état de droit chez nous. Il n'est pas parfait, il n'est jamais. Et je suis de ceux, et je partage, pour reprendre votre expression, celle de mon voisin, qui est qu'on veut essayer de faire que les choses aillent dans le bon sens. La question, c'est comment on rétablit une meilleure confiance des citoyens dans nos institutions démocratiques. Et le contrepoint que je fais, c'est que la dégradation, elle est générale. Et qu'il y a là un focus en disant, c'est peut-être l'occasion de réhabiliter le politique. Il faut aussi s'interroger sur la raison pour laquelle l'institution judiciaire, qui ne s'appelle pas un pouvoir mais une autorité dans la constitution de notre pays, pourquoi est-ce que la justice a également, elle aussi, une image autant dégradée? Les avocats sont méprisés par leurs clients, les pénalistes en particulier. Dieu soit loué, je fais beaucoup moins de pénal aujourd'hui. C'est très difficile. Il n'y a plus de respect pour la fonction. Que fait l'ordre des avocats? Que peut-on faire? Les magistrats se plaignent aussi de ce qu'il y a un manque de respect et de considération pour leur travail. L'institution judiciaire est beaucoup moins fragile que dans d'autres pays, mais elle l'est quand même. Quelles sont les causes de ça et que pouvons-nous faire? Ça doit aussi faire partie du débat. Là, on stigmatise sur, voilà, le politique est stigmatisé. Qu'est-ce qui ne marche pas non plus dans cette institution qui, semble-t-il, n'a pas la confiance des Français? Belérine Ablé, vous avez une idée? Disons que le déficit de confiance qu'on peut constater n'est pas comparable entre la sphère judiciaire et la sphère politique. Les institutions judiciaires pâtissent notamment d'un déficit de moyens qui se traduit notamment par une durée des procédures en tout genre qui pèsent sur, que subissent nos propres concitoyens qui sont également des justiciables. C'est ça qui nourrit en particulier cette défiance à l'égard de la justice. C'est pas ce que j'ai ressenti dans ma pratique. Moi, ce qui me marque, c'est encore une fois ce discours de sortie de procès de la part du président de la République, l'ancien président de la République. Il a été, dans l'exercice de ses fonctions, le garant de l'indépendance de la justice. Et le discours qu'il tient au terme de son procès, c'est une manière... il a mobilisé finalement, il a pris à témoin la population, le peuple souverain,
finalement, contre l'institution judiciaire. C'est une gravité exceptionnelle, là, pour le coup. Lorsqu'il parlait de gravité exceptionnelle de ce qui est devenu pour l'état de droit, en réalité, c'est son propos qui peut être qualifié d'extrêmement grave. C'est plus complexe. C'est-à-dire quand vous êtes mis en examen par un magistrat qui faisait partie éventuellement d'un groupe de magistrats qui avait fait des déclarations contre certains points importants de votre programme politique, on revient à l'humain. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques complexes qui font que ce sont des dossiers qui sont sensibles. C'est pas aussi simple que noir ou blanc. C'est pas binaire, c'est plus complexe que ça. La réaction de Florent Clouet. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est pas la décision qui est une menace à l'état de droit ou une menace à la vie publique, c'est ce que révèle la décision. C'est-à-dire la décision, elle révèle qu'il y a des atteintes à la probité, et ça, c'est extrêmement grave pour le fonctionnement de notre démocratie. Et ça peut constituer des atteintes à l'état de droit. Ce que révèle la décision, c'est aussi qu'elle engendre des réactions et des attaques répétées contre la justice. C'est pas juste l'affaire de l'intervention de M. Sarkozy, mais ces derniers temps, on ressent en France une multiplication des attaques contre la justice qui sont extrêmement inquiétantes par rapport à la préservation de notre état de droit. Le troisième élément que révèle cette décision, c'est l'importance de la société civile dans le fonctionnement de la justice, puisqu'on a à la fois des journalistes d'investigation et des associations de la société, des associations qui ont participé de A à Z au procès, et on a une forme de décrédibilisation des associations et de la société civile qui devient presque généralisée en France. Donc il y a des grandes menaces sur la démocratie qui sont extrêmement plus inquiétantes que le commentaire d'une décision de justice. Alors, on va libérer Maître William Julier parce qu'il a un rendez-vous important. Je le remercie infiniment d'avoir été avec nous. De votre invitation. Mais avec plaisir, vous revenez quand vous voulez. On va réécouter le Nicolas Sarkozy au sortir de cette décision qui devrait l'envoyer derrière les barreaux. Il a dit « Je dormirai en prison la tête haute ». Écoutez. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Karima Kiki, l'image de Nicolas Sarkozy qui pourrait revenir à la barre, menottes aux mains. Non, ça n'existe pas. Non. Il va revenir si voilà, il interjette appel, a priori oui, mais un prévenu qui rentre dans le box, dans la salle d'audience, il est encadré par 2 gendarmes, mais il n'a jamais les menottes à la main. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. Évidemment, au contraire, parce qu'à partir du moment où il est là, il est censé se défendre. Et donc, ce symbole des menottes, ça n'est jamais arrivé. Il peut avoir les menottes jusqu'au moment où il rentre dans le tribunal, mais après, dans le tribunal, jamais de la vie, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Belén Nabli, la France humiliée ? Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, d'abord et avant tout, c'est lui qui est d'abord humilié. Le jugement... C'est un jugement contre son comportement, ses actes et les actes des autres prévenus. C'est pas la France en tant qu'État ou en tant que nation qui a été condamnée. Donc il joue un peu sur les mots, il joue aussi avec son ancienne fonction, parce que pour le coup, en tant que président de la République, il représentait la France. Là, non, c'est sa responsabilité individuelle qui a été engagée, il doit l'assumer pleinement et il essaye là de jouer la carte du glissement de responsabilité, transfert de responsabilité qui n'est
n'est pas forcément à la hauteur précisément de son ancienne fonction. Oui. Et deuxième élément, je voulais compléter sur pourquoi cette décision de justice prend une telle dimension. Je vais rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il est condamné. Il a déjà été condamné pour corruption de manière définitive. Là, vous avez quand même une affaire qui, sur le fond, a une résonance internationale. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de journalistes étrangers. Et je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas là seulement par rapport au destin individuel du président ou de l'ancien président Sarkozy. Ils étaient là parce que l'affaire libyenne, c'est aussi une autre affaire. C'est l'intervention de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Libye, opération donc militaire, qui a abouti à la chute du régime d'Omar Kadhafi. On en pense ce qu'on veut, mais il faut rappeler que cette opération a abouti non seulement à la chute du régime, mais surtout, j'allais dire, à la déstabilisation de toute la région du Sahel. Et de cette intervention, cette région ne s'en est jamais, ou ne s'en est pas encore remise. La Libye, naturellement, n'a toujours pas recouvré sa pleine souveraineté à travers l'incarnation d'un gouvernement unique, à travers une sécurité assurée sur l'ensemble du territoire, etc. Donc il y a aussi une responsabilité politique internationale de Nicolas Sarkozy dans les relations entre la France et la Libye. Et c'est en cela que peut-être la France a vu sa responsabilité entachée. C'est par rapport à cette opération et de ses conséquences, pas par rapport à la condamnation de la personne de Nicolas Sarkozy. Karim, cette affaire, ce délibéré, cette décision, ça ne solde pas les interrogations qu'il y a sur les rapports entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi. Et Kadhafi, je remonterai même un peu plus haut, sur la visite de Muammar Kadhafi en France. On se souvient à cette époque, cette visite qui avait quand même provoqué un scandale. Beaucoup d'encre avait coulé. Kadhafi avait installé sa tente à l'hôtel Marigny. On avait privatisé à l'époque le Louvre. La secrétaire d'État des droits de l'homme à l'époque s'était un peu étouffée parce qu'elle devait justifier cette décision de Nicolas Sarkozy. Moi, je dirais que ça avait commencé même là. La visite officielle de Muammar Kadhafi en France l'avait remis dans le concert des nations. Et ensuite, vous avez raison, il y a eu cette intervention française, la déstabilisation et la Libye qui souffre encore aujourd'hui de cette déstabilisation politique. Et les questions qui ont été posées, c'est dès le départ sur la visite de Muammar Kadhafi en France. Que fait-il en France et pourquoi cette visite ? Quelle lecture est-ce que vous faites justement de ce point de vue international de l'affaire ? Alors, nous, ce qui est sûr, c'est qu'il faut dézoomer, c'est-à-dire qu'on concentre un peu les débats sur la personnalité de Nicolas Sarkozy. En réalité, cette affaire, elle révèle plein d'autres choses et des dysfonctionnements aussi qui sont structurels. Et c'est la raison pour laquelle on pense que le procès, il doit aussi servir pour préparer, pour remédier en fait à l'ensemble de ces anomalies. Ça doit être une base de réflexion, d'après vous ? C'est une base de réflexion et ça doit engendrer un certain nombre de réformes. D'abord, même si il n'y a pas eu de condamnation au titre du financement illégal de campagne, un certain nombre d'anomalies ont été révélées par le tribunal. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas eu d'intentionnalité qui était prouvable et donc n'a pas retenu le financement illégal de campagne pour condamner Nicolas Sarkozy, mais un certain nombre d'anomalies en matière de financement de la vie politique ont été révélées dans le cadre de cette affaire. Et nous, on appelle chez Transparency International France à un pacte d'intégrité de la part des partis et des futurs candidats à l'élection présidentielle de 2027, en limitant notamment la circulation de cash, en renforçant les pouvoirs de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique, et en poussant aussi les candidats à publier en continu leurs dépenses de campagne. Tout ça pour dire que, en fait, ce procès, il doit servir à quelque chose au-delà de la condamnation de M. Sarkozy. Il doit servir à assainir la vie politique française. Peut-être que le deuxième axe, on en parlait énormément en début de plateau, cette question de l'exemplarité. Il y aurait une mesure très simple que le nouveau Premier ministre peut prendre et qui serait immédiate, c'est de de proposer la nomination dans son gouvernement d'aucun ministre mis en examen, par exemple. Ça serait une mesure forte en matière d'exemplarité. Alors, je voudrais qu'on commente
une déclaration, une réaction, celle de Marine Le Pen, qui a dénoncé le danger que représente la généralisation de l'exécution provisoire. Alors on le sait, Marine Le Pen a elle-même un agenda judiciaire assez chargé. En quoi l'exécution provisoire serait une menace pour la vie publique ? Pour la vie démocratique dans son esprit, je pense. Parce que lorsque elle frappe un responsable politique, elle l'empêche, a priori, dans son cas, en tous les cas, de candidater à une élection. Donc, ça fausserait l'élection démocratique de son point de vue. Voilà, à mon avis, ce qui justifie cette position. Le problème, c'est qu'en même temps, et ça a été rappelé, ce type de dispositif a été voté par les représentants de la nation. C'est pas une jurisprudence qui est derrière l'exécution provisoire. C'est pas le produit de la volonté d'un juge ou d'une juridiction suprême, y compris le Conseil constitutionnel. Non, c'est bien la traduction d'une disposition législative adoptée par les parlementaires et qui, lorsqu'elle se voit appliquée à ces mêmes parlementaires, ou certains d'entre eux en tous les cas, se voit contestée comme par hasard. Donc c'est en cela que l'argument n'est pas crédible. L'exécution provisoire, un outil pour apporter plus de transparence à la vie politique, selon vous ? Nous, sur l'exécution provisoire, on n'a pas une position particulière. En tout cas, le tribunal a motivé l'application de l'exécution provisoire à la fois par rapport à la gravité des faits qui sont reprochés. Ça, c'est la première motivation de l'utilisation de l'exécution provisoire. Et la deuxième motivation, c'est les précédentes condamnations de Nicolas Sarkozy. Et c'est au regard de ces éléments que le tribunal a motivé l'application de l'exécution provisoire. Mais pour en revenir à la citation de Madame Le Pen, en fait, les principales menaces contre la démocratie, encore une fois, ce n'est pas l'exécution provisoire, c'est les attaques contre l'état de droit, ce sont les atteintes à la probité, c'est la restriction de l'espace civique. C'est tout ça, c'est tous ces éléments qui sont les vraies menaces contre notre démocratie. Florent Clouet, délégué général de Transparency International France, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bellerine Nabli, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Professeur de droit public, auteur de L'état de droit, c'est aux éditions PUF et c'est sorti cette année. Merci Karim Akiki de la rédaction de France 24. Au cœur de l'info, c'est fini. Restez avec nous dans un instant, vous retrouvez un nouveau point sur l'actualité sur France 24.